Au-delà du pont du Gard, l'aqueduc bute sur une colline boisée qu'il lui faut contourner par l'est. Bien que de faible altitude, cette colline calcaire présente un relief tourmenté, avec des pentes abruptes, des vallons étroits et secs qui peuvent brutalement charrier d'importantes quantités d'eau. C'est le domaine de la garrigue et des chênes verts, la végétation odorante et touffue. Premier conseil impératif, ne surtout pas s'y aventurer par grande sécheresse et vent fort. Pour construire l'aqueduc dans ce passage accidenté, l'ingénieur du projet, dont nul document ne cite le nom, a dû choisir entre deux stratégies opposées. Suivre les vallons jusqu'au fond, ce qui allongeait le parcours et réduisait la pente, construire de grands ponts, ce qui augmentait le coût. Chaque vallon reflète un arbitrage entre ces choix opposés et témoigne de la qualité des études d'ingénierie dont les ingénieurs romains étaient capables. La promenade permet de passer d'un vallon à l'autre en découvrant plusieurs ouvrages de l'aqueduc. On ne suit cependant pas l'aqueduc sur la totalité de son trajet. La végétation ne le permet pas et il n'est visible que sur une partie de son cours. Le sentier, bien entretenu, est accessible à tous dans le site du pont du Gard. Il est beaucoup moins bien tracé en dehors, passant d'un vallon à l'autre au prix de bonnes grimpettes et de descentes parfois scabreuses. Deuxième conseil très pressant, être bien chaussé et se munir d'eau. La promenade est physique et s'adresse à des marcheurs en bonne forme. On part du haut du pont du Gard, rive droite. Il faut prendre le temps d'observer les concrétions dans la conduite de l'aqueduc, particulièrement en évidence dans le coude prononcé qu'il forme vers la gauche. Elle raconte la vie de l'ouvrage. On se trouve face à un tunnel. Construit par les Romains? Non. Il date du XIXe siècle, quand quelques entrepreneurs imaginèrent de réhabiliter une partie de l'aqueduc pour conduire à Nîmes des eaux prises dans le Rhône, au Pouzin, en Ardèche. Le canal antique filait à gauche, au flanc de l'arête calcaire qu'il contournait. Nous empruntons le tunnel. Sans péage, une aubaine. Nous retrouvons le canal à la sortie du tunnel. On remarque d'abord la hauteur de la conduite, 1,80 m, soit 60 cm de plus que sur la plus grande partie de l'ouvrage. Ce rehaussement intervenu environ 10 ans après la mise en service de l'aqueduc s'explique par sa faible pente. On note le soin apporté à la construction, avec le revêtement en petit appareil de la face visible. Le pont de la Combe-Valmal présente une seule arche de 10 pieds romains, soit 2,97 m. Il nous montre, comme en coupe, la technique de construction, avec les maçonneries en pierre de tout venant liées au ciment et soigneusement revêtues de moellons en petit appareil. L'importance des concrétions, réduisant la largeur utile de la conduite à quelques dizaines de centimètres au lieu d'1,20 m, est encore plus frappante dans la courbe que fait la conduite après le pont. Nous sommes encore dans le site du pont du Gard. La promenade est bien entretenue. En cheminant vers la Combroussière, on ne doit pas oublier, en s'écartant de quelques pas du sentier, de contempler le beau point de vue sur le pont du Gard, Castillon du Gard, et la carrière de l'Estelle d'où ont été extraits les matériaux du pont. Le pont de la Combroussière avait 2 étages et mesurait 100 mètres de long sur 25 mètres de haut. Il était donc plus haut que les arènes de Nîmes et comportait 2 niveaux d'arches. Il ne reste du monument que les culées amont et aval construites en petit appareil. Il a disparu car trop proche de la route, ces pierres ont été récupérées à partir du haut Moyen-Âge par les riverains et les moines bâtisseurs. Sur le fond de la culée aval, les archéologues du CNRS ont mis en évidence une couche de mortier de Tuileau sur les concrétions terrigènes recouvrant le radier. Cette couche n'est pas elle-même recouverte de concrétions. L'aqueduc fit donc l'objet d'une opération sommaire de réhabilitation vers la fin de sa période d'utilisation. En cheminant le long de l'aqueduc, on peut observer divers détails qui éclairent sur sa conception et son fonctionnement. Cette brèche dans la paroi extérieure de la conduite était une vanne permettant d'en réguler le cours ou un simple trop-plein pour éviter que l'aqueduc ne déborde. L'eau excédentaire s'écoulait librement vers l'aval, elle a formé un amas de concrétion.
Le pont de la Sartanette est constitué d'une seule arche de 4 mètres d'ouverture. L'ouvrage mesure 30 mètres de long et un peu plus de 8 mètres de haut. Les parois latérales ont été surélevées et doublées. C'est le cas pour tous les ouvrages des bois de Remoulins, à l'exception du pont de Valmal. L'arche principale est renforcée à l'intérieur par une arche de dimensions inférieures. Dans la conduite, on remarque que les concrétions épaisses dépassent la hauteur primitive du mortier de Tuileau. C'est une preuve de plus que l'aqueduc initial était sous-dimensionné dans cette partie de son trajet. Le ponceau est un ouvrage original. Son but était de permettre le passage des eaux de ruissellement sous la conduite. Situé au fond d'un petit vallon, il se compose de 3 arches de faible dimension, couronnées de grandes dalles plates. Il mesure 2,50 m de hauteur seulement et 25 mètres de long. Une rude grimpette donne accès à la crête séparant la combe de la Sartanette de la combe Joseph. L'effort est récompensé par une série de très belles vues sur les bois de Remoulins et la plaine. On peut voir que là derrière, il y a une autre combe et que le sommet que vous voyez là, c'est pas celui de là. C'est le sommet de l'autre combe. Ah bon? On aperçoit le pont de la combe Joseph. Il est là. Pour y descendre, il n'y a qu'une solution, il faut aller vers là-bas. Le pont de la combe Joseph possède une seule arche, légèrement plus large que celle du pont de la Sartanette. Le pont a consisté d'abord à réduire l'ouverture, comme le montrent les blocs noyés dans le mortier. Le mur de doublage en petit appareil s'appuie sur l'encadrement en grand appareil. En observant les concrétions sur le pont, on remarque qu'elles sont désolidarisées du revêtement d'étanchéité initial, qui a peut-être été arraché avec les pierres du pied droit. Il ne reste de la conduite que la face lisse des concrétions, qui était au contact du revêtement d'étanchéité. Aucune montée n'est plus raide que celle qui permet de basculer vers la combe Pradier. Facteur aggravant, la fatigue commence à se faire sentir. On est par contre récompensé de ces efforts par une série de belles vues dégagées. En descendant vers la combe Pradier, on peut se reposer un moment près de la grotte Ferraud ou, pourquoi pas, jeter un coup d'œil dans le boyau non orné qui pénètre assez profondément sous terre. Le pont de la combe Pradier a subi de multiples transformations. Outre les renforts extérieurs, on remarque que l'ouverture de l'arche a été réduite une première fois par la construction d'une arche à l'intérieur de la première. Plus tard, une barbacane a été réalisée en bloc de grand appareil. Bien entendu, la forte réduction de l'ouverture du pont a conduit à son bouchage accidentel. Le pont s'est ensuite comporté comme un barrage en cas de fortes intempéries.